Cette semaine, dans l'épisode 64 de l'entonnoir du Bitcoin, nous abordons la suite de la crise bancaire et la faillite de Crédit Suisse avec notre invité Théo Mogenet, une situation qui se complexifie de jour en jour. Ensuite, malgré des problèmes avec Twitter ayant empêché Jimmy de Swiss Bitcoin Pay de participer, nous répondrons à vos questions concernant la solution de paiement pour les commerçants. Par la suite, nous discuterons de BTC Map et de l'arrivée récente des communautés françaises sur la carte. Pour finir, Lounès nous fera un point rapide sur la réorganisation des blocs ayant eu lieu en fin de semaine et ayant suscité quelques débats. Cet épisode a été produit grâce au dévouement de nos volontaires. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Si vous souhaitez nous envoyer un pourboire, vous pouvez également utiliser une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous streamer des sats. Et bien sûr, nous serions ravis de lire vos commentaires et d'y répondre dans notre prochain épisode. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en nous envoyant un boost. Bon épisode. Allez, ça marche. Bonjour à tous, du coup. Comme vous n'êtes pas sans savoir, je pense, si vous suivez un peu ce qui se passe dans l'actualité financière Bitcoin, il y a toute une série de banques qui ont fait faillite la semaine dernière aux États-Unis. Tout ça partait essentiellement de banques qui étaient très liées au financement VC américain et au financement crypto. Et évidemment, comme toute bonne crise bancaire aime bien se propager, aujourd'hui, on se rend compte que, enfin depuis, en tout cas la semaine dernière, et ce qu'on avait dit sur le sujet, il y a eu une certaine propagation. Alors, une propagation notamment de panique. Beaucoup de banques qui sont touchées parce que finalement, des entreprises et des particuliers craignent pour la sécurité de leurs dépôts et donc essayent de retirer leurs dépôts. Alors, quand on dit retirer, c'est ils bougent leur argent d'une banque à une autre, parce qu'en pratique, quand vous êtes une PME par exemple et que vous avez 2 millions en cash, vous pouvez pas vous ramener avec une brouette et demander des billets à la banque, ça marche pas malheureusement. Euh, et du coup, ça a eu pas mal de conséquences sur le système bancaire, pas qu'américain, mais aussi européen. Notamment avec aujourd'hui Crédit Suisse, donc qui était déjà très très mal en point, mais qui est au bord de la faillite et qui va probablement être nationalisé par la Banque nationale suisse ou alors racheté pour en gros une bouchée de pain parce que leur balance sheet vaut plus rien par une autre grosse banque mondiale, probablement UBS, donc qui est aussi Et une des deux il y grosses a banques suisses. il y a Justinson aussi qui a proposé de les racheter. Ah ouais, j'ai pas vu passer ça. Ah bah j'ai vu passer ça il y a, je sais pas, une petite heure, il faisait une offre à 1,5 milliard. Ah, mais je pense Donc, je- que si tu veux, je pense que pour 1 dollar, tu peux racheter Crédit Suisse, là, hein, vu la situation. Le problème, c'est que le régulateur te laissera pas les racheter si tu peux pas combler les trous dans le bilan. Et du coup, c'est pour ça que ça prend du temps, ce genre de truc, parce qu'en général, en fait, les banques veulent pas racheter une banque en faillite, parce que c'est un net négatif, sauf si le régulateur y attache des conditions favorables. Donc, par exemple, que la banque centrale récupère une partie des actifs qui valent plus rien du balance sheet de la banque qui est en train d'être achetée, ou si, par exemple, l'État rajoute une injection de capital, comme ça a souvent été le cas, par exemple, durant la crise de 2008, pour que le deal ait l'air plus attrayant. Et donc, c'est aussi pour ça que ça prend du temps, parce qu'il y a ces négociations un peu tripartites entre la banque qui se fait racheter, même si elle n'a pas trop son mot à dire, les potentiels acheteurs intéressés et les régulateurs qui sont bien obligés de rendre les conditions attrayantes pour un potentiel racheteur. Par ailleurs, il y a un autre truc qui est arrivé en réaction à cette crise bancaire. C'est une nouvelle facilité de prêt mise en place par la Fédérale Réserve et le département du Trésor américain, qui, à mon avis, est l'aspect le plus important et le plus intéressant de tout ce qui se passe. Donc, pour essayer d'expliquer ça vraiment simplement, je vais revenir à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc, pour remettre un peu dans le contexte très rapidement, aujourd'hui, une grande partie du problème est liée au fait que les banques sont forcées de détenir des actifs très liquides, notamment des bons du Trésor, donc de la dette de l'État américain, qui est réputé être l'actif le plus liquide dans le système et donc le plus sûr. Du coup, depuis qu'on a des règles bancaires, on a des banques qui ont sur leur balance sheet énormément de dettes souveraines de manière générale, mais surtout de treasuries américains. Et du coup, puisque la Fed a commencé à remonter ses taux à la fin de l'année dernière, on se retrouve aujourd'hui avec une valeur, enfin un prix de marché de ces bons qui baisse énormément.
Alors, si vous avez la possibilité de garder un bon, par exemple, de 10 ans pendant 10 ans jusqu'au jour où on va vous rembourser le principal, c'est pas très grave que les taux aient varié, parce que, in fine, vous allez récupérer tout votre argent plus les intérêts. Le problème, c'est quand on est dans une situation comme là actuellement, c'est-à-dire que vous avez le taux qui monte, mais par exemple, vous avez vos déposants qui en même temps essaient de retirer votre argent, donc vous devez trouver du cash en urgence. Et à ce moment-là, votre bon qui a peut-être pris 20, 30 ou 40% de décote par rapport à ce qu'il valait lorsque vous l'avez acheté, vous êtes obligé de le vendre à sa valeur de marché dans le marché. Et là, c'est plus du tout un dollar pour un dollar, mais c'est probablement un haircut de 20, 30, 40%. Et donc, pour essayer de pallier ce problème, ce que font les régulateurs américains actuellement, c'est qu'ils disent en fait aux institutions financières, si vous avez de la dette AAA, donc essentiellement des treasuries américains, mais aussi des mortgage-backed securities ou d'autres titres de ce type-là, vous pouvez nous les filer. On va vous prêter de la liquidité à 1 an en échange de ça, et vous allez seulement payer en gros 0,1%, 10 points de base de plus que le refinancement de court terme permis par la Fed. Donc le mécanisme que les banques utilisent habituellement pour récupérer de la liquidité. Donc, pour le dire en simplement, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, les banques ont le deal du siècle. Elles peuvent emprunter en gros 1 dollar pour un collatéral qui vaut 60 centimes, avec un euro d'1 an, en payant un taux d'intérêt qui est absolument ridicule. Et tout ça avec probablement une capacité de financement quasiment illimitée. Ça fait une semaine que ça a été mis en place. Il y a déjà 300 milliards de dollars de collatéral qui a été mis dans ce mécanisme et donc qui a donné lieu à 300 milliards de dollars de prêts. Si on regarde par exemple tout simplement la quantité de pertes qui a été faite par la remontée des taux sur le balance sheet des banques, c'est-à-dire que si on regarde finalement l'argent que sur le papier les banques ont perdu à cause de la remontée des taux initiée par la Fed, on approche les 2500 milliards de dollars. Donc ça veut dire que si vous gérez une banque aujourd'hui, parce que vous avez cette possibilité absolument fantastique de pouvoir prendre un ticket valeur de marché de 60 centimes pour obtenir 1 dollar de prêt sans quasiment payer d'intérêt et sans avoir de contraintes, vous allez nécessairement le faire. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'en fait, on peut s'attendre que d'ici à quelques semaines, quelques mois, on ait injecté l'équivalent de 2500 milliards de dollars de liquidités dans le système, parce que ça, c'est en gros le stock de titres que les banques ont sous la main et qu'elles peuvent déposer en collatéral grâce à ce mécanisme, et donc de liquidités qui va aller directement auprès des banques et qui vont pouvoir les utiliser pour faire plein de choses diverses et variées, mais essentiellement, ça va être racheter des actifs. Donc, pour conclure juste sur ce sujet-là, parce que pour expliquer pourquoi je pense qu'il est important, donc on est la Fed a remonté les taux pour dire bah voilà, on va combattre l'inflation et on va essayer de contracter la masse monétaire. Aujourd'hui, cette opération de quantitative tightening, c'est quelque chose qui, en gros, retire à peu près 80 milliards de dollars de liquidités dans le système tous les mois, dans le système en dollars. Rien qu'avec le nouveau mécanisme de refinancement mis en place la semaine dernière, on a réinjecté 350 milliards de dollars dans le système. Donc, c'est l'équivalent de 4 mois de contraction du balance sheet de la Fed. Donc, ça compense complètement l'effet de la remontée des taux. Et en plus, on peut s'attendre à ce qu'il y ait presque 10 fois ça qui soit réalisé dans les semaines et mois à venir. Donc, on est dans un système complètement ubuesque où la Fed, pour faire genre qu'elle protège l'épargnant et le consommateur, dit je combats l'inflation, vous inquiétez pas, j'ai remonté les taux. En même temps, elle prête de l'argent avec un mécanisme qui est tellement favorable qu'elle va injecter de la liquidité comme jamais auparavant dans les marchés. Et donc, on se retrouve dans une situation qui va être très très complexe pour les régulateurs parce que une telle injection de liquidité va probablement réenclencher beaucoup d'inflation, ou en tout cas faire remonter l'inflation alors qu'elle commençait à baisser un peu, notamment sur les marchés d'actifs. C'est-à-dire que je pense qu'à court terme, l'effet, ça va être de voir les prix des actifs monter très très rapidement. Et ça va forcément se traduire par de l'inflation telle que mesurée par l'indice des prix à la consommation, donc sur les biens de consommation entre guillemets, dans les semaines, voire plutôt les mois à venir, ou même les trimestres à venir, parce que le mécanisme de transmission est en général un peu long quand même.
Et du coup, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, puisqu'on a compris qu'ils ne pouvaient pas contracter la masse monétaire en circulation dans l'économie, parce que sinon ils se tapent une crise bancaire, ce qui est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et pour répondre à une crise bancaire, ils sont obligés d'injecter plein de liquides. Donc, par exemple, pour comprendre comment cette situation peut être lue, pour ceux qui avaient regardé la vidéo Découvre Bitcoin qu'on avait fait ensemble avec Roxy, pour expliquer comment ça se passe en pratique une hyperinflation, vous vous souviendrez peut-être qu'on avait dit, par exemple, que ça se passe pas en ligne droite, c'est-à-dire que c'est pas la monnaie qui perd de sa valeur de plus en plus rapidement au fur et à mesure que les actifs réels s'apprécient. On a des périodes d'augmentation forte de la valeur des actifs et donc de baisse de pouvoir d'achat de la monnaie, qui sont entrecoupées par des épisodes de deleveraging où en fait il y a plein de gens qui se font liquider en cascade, il y a plein d'entreprises qui font faillite, etc., etc. Et où du coup les autorités sont obligées d'intervenir, réinjecter beaucoup d'argent dans le système, ce qui relance l'inflation de plus belle. Et ben, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On a eu la première montée d'inflation de 2008 en gros, qui était très accentuée et qui a accéléré après le Covid. On a une réaction des autorités qui a consisté à limiter l'expansion de la masse monétaire, qui du coup a elle-même causé une crise de crédit au niveau des banques et qui appelle une réponse qui est tout simplement une injection de liquidité supplémentaire dans le système. Donc vous avez cette espèce d'accordéon qui s'amplifie si on représente par exemple la valeur en pouvoir d'achat d'un dollar ou la valeur de n'importe quel actif risqué dans laquelle on est en train de rentrer. Et si effectivement on se réfère à l'histoire des hyperinflations, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et si on se réfère à l'histoire passée pour voir un peu ce à quoi s'attendre, bah, en général, on continue comme ça avec des cycles d'amplitude de plus en plus grands jusqu'à ce que on soit dans du full Weimar, full Venezuela, où la monnaie est bonne que pour être utilisée comme papier toilette, et où en général on a un changement de leadership, des renversements de régime et une situation sociale très tendue. Ce qui n'est pas forcément une raison de se réjouir, même si en tant que bitcoiner, ça fait quand même un moment qu'on prévient que ça peut que se finir comme ça. Voilà. Donc en gros, je sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là j'ai essayé de vraiment synthétiser au maximum, parce que je vous cache pas qu'il y a aussi beaucoup de détails derrière tout ce que je viens de raconter, et beaucoup de nuances qu'il faudra apporter, mais on va pas faire 3 heures là-dessus. Mais en tout cas, je pense qu'on peut, sans trop s'avancer, dire que c'est un peu le début de la fin pour le système fiat tel qu'il a été plus ou moins ficelé à la suite de 1971, durant les années 70, pour donner le système qu'on a aujourd'hui. Mais pas de panique. Bruno Le Maire n'a dit pas de panique. Oui, bon, évidemment, hein, si vous écoutez les politiciens aujourd'hui, tout ce qu'ils vont vous expliquer, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Surtout ne paniquez pas, parce qu'ils se disent que effectivement c'est qu'un problème psychologique et qu'il faut absolument inciter les gens à garder leurs dépôts dans les banques. En général, ça ne fait qu'aggraver la situation parce que bon, ils ont plus beaucoup de crédit aujourd'hui, les politiciens, le plus grand monde qui les écoute et qui font ce qu'ils nous conseillent de faire. Et donc, effectivement, s'ils sont en train de dire ne paniquez pas, c'est parce que eux sont même en panique, justement parce qu'ils ont aucune solution magique pour résoudre le problème. Après, ça ne veut pas dire que les banques vont faire faillite, ça ne veut pas dire que c'est la peine d'aller retirer vos dépôts en courant ou à travers votre appli et de paniquer complètement pour mettre du cash sous votre matelas. Vous inquiétez pas, ils laisseront pas le système bancaire s'effondrer, ce serait beaucoup trop catastrophique. Ils vont forcément réinjecter de l'argent dans les banques et continuer avec ce genre de mécanisme tel que celui que je viens de décrire pour permettre aux banques de retrouver de la liquidité et pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs clients et de leurs contreparties. En revanche, par contre, votre retraite, ce que vaudront vos 100 euros dans 10 ans, tout ça, j'y compterai pas trop. Merci beaucoup Théo, hein, complètement d'accord. On m'entend ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, très bien. On peut aussi rajouter une période assez incroyable qui s'est passée, je sais pas si c'est au Sénat ou au Parlement américain ou peu importe, où clairement en fait ils ont dit qu'ils allaient garantir les banques seulement too big to fail. Et du coup ils sont un peu dans un dilemme où tu laisses toutes les petites banques régionales faire faillite parce que finalement c'est peut-être pas un risque systématique et tu sauves que les en même temps, c'est dans les grosses banques. Donc, à travers les cycles parler d'extension et d'expansion, on peut s'attendre à ce que justement de plus en plus de banques fassent faillite, de plus en plus de banques se fassent racheter, jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus que quelques banques qui seront eux-mêmes finalement rachetées un jour ou un autre par la Banque Centrale Européenne ou combinées à terme. Parce que
c'est la voie que prend notre système depuis plus de 100 ans. Et clairement, la chef du Trésor américain l'a dit. Enfin, je veux dire, il y a pas de doute là-dessus. Ils ne vont pas sauver toutes les banques. Ils vont essayer de sauver que les petites. Et après, ils ont fait le mécanisme que tu as décrit. Ouais, c'est hyper juste ce que je viens de dire. Le fait est que, effectivement, les régulateurs, pour essayer de rassurer les clients des banques et éviter qu'ils ne retirent tous leurs dépôts, ont effectivement donné des garanties sur les dépôts qui seraient gardés dans des banques qu'on dit d'importance systémique. Donc, c'est des banques qui ont un balance sheet de plus de 250 milliards. Donc, en gros, il y en a 20 sur Terre à peu près. Et du coup, en fait, effectivement, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils sont en train de dire à toutes les petites banques, les banques régionales, etc., allez vous faire foutre, on va vous mettre au tapis, tous vos clients vont partir. Parce qu'effectivement, si vous avez votre compte dans une petite banque régionale et qu'il y a un risque de bank run ou de faillite, le premier truc que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vous allez appeler votre banquier et dire que vous virez tout sur votre compte chez JP Morgan ou à la Société Générale ou à la BNP. Et du coup, vous êtes garanti comme ça de faire faillite à peu près toutes les petites banques, ce qui effectivement, comme le dit très bien Rusty, va résulter en une concentration même du système bancaire si ce genre d'incitation reste en place. Et effectivement, vous prolongez la tendance et dans 10 ans, il n'y a plus qu'une banque sur Terre qui s'appelle JP Morgan avec un CBDC directement contrôlé par le département du Trésor et la Fed. Et vous aurez quand même des journalistes de gauche dans le monde qui vont vous expliquer que le capitalisme détruit le monde. Ouais, Mouna. merci Théo. Du coup, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va se passer dans un an quand toutes les banques vont devoir rembourser cette fameuse offre de financement dont tu as parlé? Ouais, c'est une très bonne question et pour une fois, je vais pouvoir faire une réponse courte. Absolument rien. En fait, tu as deux possibilités. Soit le mécanisme n'est plus en place parce que tout est revenu à la normale et tout va bien. Franchement, c'est pas possible. Donc, en gros, le mécanisme ou tout du moins un mécanisme du genre qui permettra de déposer du collatéral pour obtenir un refinancement sera encore en place. Donc, en fait, ils vont juste récupérer le collatéral qu'ils avaient mis en dépôt auprès de la Fed et le refoutre en dépôt pour obtenir un prêt, que ce soit de 3 semaines, que ce soit overnight ou que ce soit d'1 an. Ils vont continuer à faire rouler le collatéral de toute manière jusqu'à ce qu'il expire pour ne pas avoir à réaliser les pertes en liquidant directement sur le marché l'actif qu'ils avaient sur leur balance sheet. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Ok, donc tu vois pas d'autre scénario que l'État qui laisse cette offre de financement perpétuellement, quoi. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir autrement. C'est-à-dire que, en fait, l'autre option, c'est une option qui est vraiment nucléaire. C'est de dire, OK, l'État va injecter du capital dans les banques directement. Donc, il va devenir actionnaire des banques au même titre qu'il est actionnaire de Renault ou d'EDF, par exemple, de manière à pouvoir leur donner du capital, c'est-à-dire pas un prêt, mais vraiment de l'injection en fonds propres directement, de manière à ce que même si elles prennent des pertes et même si des gens retirent leurs dépôts, elles soient suffisamment capitalisées pour pouvoir faire face à ce genre de dépôt et de prêt. Les quantités de capital dont on parle pour que ça soit fait sont tellement énormes, on parle vraiment de centaines de milliards de dollars par pays, que franchement, je vois pas comment ils pourraient avoir le crédit politique pour arriver à faire un truc pareil. Si vous regardez ne serait-ce que la situation en France, quand on dit à tout le monde, vous allez devoir vous serrer la ceinture et travailler plus longtemps parce que notre système est en déséquilibre et donc il faut faire des économies partout où on peut, vous pouvez pas dans le même temps injecter des centaines de milliards d'argent public dans des banques pour corriger des erreurs qui, à la base, sont elles-mêmes liées aux erreurs des gouvernements, du régulateur et des banquiers qui, encadrés par des régulations débiles, ont pris des risques complètement inconsidérés. Donc non, moi je pense que ce genre de mécanisme va rester parce que personne n'y comprend rien et donc c'est plus facile à justifier dans une démocratie. Ok, donc en gros, la planche à billets va plus jamais s'arrêter, quoi. Enfin, c'était déjà mal parti, mais là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que, en gros, on remet en place une politique d'encadrement bancaire qui est très, très, très accommodante et une politique monétaire très, très accommodante. Sauf que on fait passer des vessies pour les lanternes et on prend les gens pour des cons. Donc, c'est du QE qui ne dit pas son nom, c'est de la planche à billets qui ne dit pas son nom. Mais en même temps, ça leur permet de se cacher derrière ces distinctions et ce jargon technocratique. Et donc pour 90% des gens, c'est différent. Vous voyez le mec au milieu sur le même de la bell curve, il va vous expliquer en soirée que non, c'est pas exactement la même chose parce que le QE ça consiste à machin, etc., etc. On s'en fout. À la fin, le résultat c'est le même, Weimar.
Et oui, donc j'ai une question parce que tu disais, tu vois pas l'État investir des centaines de milliards actuellement pour reprendre les banques. Moi, je me dis justement, si le système est prêt à péter, j'imagine bien un gouvernement qui va profiter de ça pour se dire, bah écoute, on a une justification de nationaliser pas mal de banques qui étaient sous privées. Le peuple, il aime bien quand on fait ça. On imprime l'argent dans tous les cas. Et après, du coup, comme on a ces banques-là à nous, on peut plus facilement contrôler l'économie et donc soutenir tout le monde. Moi, je le vois comme ils vont réussir à le justifier un jour ou un autre. Oui, non, après, c'est plutôt impossible, hein. À mon avis, les nationalisations, c'est plutôt un truc que tu fais quand t'as pas le choix. Là, par exemple, en Suisse, il y a des discussions sur est-ce que le gouvernement de Berne va nationaliser tout ou partie de Crédit Suisse parce ils sont juste désespérés, ils ont juste pas le choix. Maintenant, je suis d'accord que les nationalisations, ça peut paraître populaire, surtout dans un pays comme la France. Maintenant, je pense qu'il y a des manières de faire pour comment dire, essayer de contenir le problème. Je pense pas que ça va le régler, mais essayer de le contenir, qui sont moins directs et plus difficiles à lire pour l'observateur moyen, et donc que par nature le politique va préférer. Notamment un truc dont je parle depuis un certain moment, bah, depuis qu'on commence à avoir de l'inflation, etc., qui est de forcer en fait les institutions financières à devoir euh, euh, comment dire, détenir de plus de titres financiers régulés, de dettes d'État et de choses comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si j'essaie de la faire super simple, une manière dont ils pourraient essayer de résorber un peu la crise, c'est en fait de forcer, en gros, le système bancaire à se répartir les pertes tout, en changeant les ratios réglementaires qu'ils sont obligés de garder dans leur balance sheet de dette publique. Et en fait, faire en sorte de cette manière que d'une part, ils maintiennent un mécanisme qui permet aux banques de se refinancer, et d'autre part, ils forcent les fonds de pension, les assurances, etc., à détenir un maximum de dettes étatiques, et comme ça, ils évitent d'avoir un problème de financement. Et on peut maintenir ce genre de situation pendant plusieurs années. En gros, ça réalise parfaitement l'euthanasie du rentier, c'est-à-dire que les retraites d'à peu près toute la génération de nos parents dans le monde entier vont se faire wipe out par un mécanisme comme ça, lentement. Hein, c'est vraiment ce genre de politique. C'est une manière de voler l'argent des vieux lentement pour qu'ils ne s'en rendent pas trop compte. Donc, vous imaginez, en gros, il y a 8% d'inflation, ils vont toucher 2% de rendement sur leur retraite, quoi. C'est à ça que ça ressemblerait. Et c'est une manière de recapitaliser le système lentement. Après, je sais pas s'ils sont suffisamment subtils pour arriver à mettre un truc comme ça en place. Ok, trop cool. Bah, écoute, Oui, je sais pas. Vas-y, Younes. ouais, je veux juste dire que je viens de voir que UBS va racheter le Crédit Suisse pour 2 milliards du coup. Ils viennent de l'annoncer. Bon, bah, ça va être une vente aux enchères, hein, de toute façon. Et puis, si le deal n'est pas assez bon, c'est la Banque de Suisse qui prendra pour sauver la face. Parce que dites-vous que d'un milliard, en gros, c'était moins 84% comparé à la fermeture vendredi de la bourse, qui était déjà moins 30 et qui est déjà moins 99 de l'historique de 2008. Donc, on est vraiment sur une banque qui est en perte constante depuis tout le temps. Donc, c'est un rabais, c'est une miette, quoi. Mais Bon, juste pour que vous donner une idée, hein, le balance sheet de Crédit Suisse, c'est un peu plus de 600 milliards de dollars. Donc pour ceux qui ont fait un peu de compta dans leur vie, ça veut dire que la banque, si aujourd'hui sa valeur liquidative c'est 1 milliard, elle est leveragée fois 600. Donc franchement, nous on est des petites bites hein, avec Hélène Market. ouais, quand est-ce qu'on peut faire du x600 sur Allen Market? Vas-y, Panta, tu passes là-bas, moins 6 x600, ça va être sympa. Sountième. Fois 600, et une fois qu'on est tous rect, on se fait racheter par 200. En gros, c'est à peu près ça qui se passe là. C'est nickel. Je vois que le temps tourne. Théo, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce sujet qu'on peut éclaircir? N'hésitez pas à la poser. Et sinon, on va essayer de faire monter Jimmy pour qui nous parle du coup de la solution Swiss Bitcoin Pay. Mais je sais pas si Alex ou tu as eu une réponse en DM. C'est tout bon, normalement, il a demandé à monter. Bah, il était là, mais il vient de quitter. Attends, je le redemande. Il était speaker à l'instant, là. Ok, bah vas-y. Bon bah du coup, merci beaucoup Théo. Comme toujours. Et puis j'espère que tu vas pas revenir la Merci. semaine prochaine pour que ça, parce que ça va pas dégénérer. Mais sinon, tu sais bien que tu es le bienvenu la semaine prochaine, hein. Eh ben, merci beaucoup, espérons juste que ça dure 3 ans, quoi. Et puis pour introduire Swiss Bitcoin Pay, donc Jimmy qui vient juste après pendant que Lounès essaye de le faire monter. Donc voilà, en fait sa solution, elle intervient
face à un problème qui est que toutes les solutions, enfin tous les wallets qui existent aujourd'hui sont pas forcément faits de manière à pouvoir être utilisés par des commerçants. Ils sont généralement bien pour un usage personnel et ils ont tous différentes fonctionnalités. Mais on se rend compte que dès qu'on rentre dans l'univers d'un commerçant qui a peut-être d'autres problématiques comme un terminal de paiement qui doit donner à des employés qui ne doivent pas avoir accès aux fonds ou aussi avoir des nombres de transactions par minute qui sont élevés, on se rend compte que tous les wallets ne sont pas appropriés. Et donc, ce que propose Jimmy, c'est donc pas un wallet, mais c'est une solution de paiement parce que ce dernier doit être associé à un wallet. Et donc, nous, on l'a rencontré, on a parlé avec lui d'un peu des compromis qu'il avait choisis pour faire sa solution. Et on pense que c'est une solution super intéressante parce que elle est non custodiale. Il expliquera la nuance exactement là-dedans. Sur la manière dont il le fait. Il intègre plein de fonctionnalités qui rendent l'application plus simple, comme les QR codes unifiés, les cartes NFC, et aussi comme c'est un terminal de paiement pour commerçants, tous les envois d'invoice et toutes ces factures, ces reçus, qui peuvent être envoyés directement à une adresse email telle qu'à un comptable ou ce genre de choses. Et donc, j'aimerais bien que ce soit lui qui vous en parle plus que moi. Est-ce que Lounès, tu t'en sors? Bah, moi, je m'en sors très bien, hein. Je pense que c'est lui qui s'en sort pas parce il est revenu et puis il est plus là. Donc, Ah, bon. et ben, peut-être qu'on va, T'as qu'à qu'on va pas y t'as qu'à arriver. parler tu peux parler de BTC Maps, c'est un peu dans la même lignée des ambassadeurs, parce que pour que Ouais, tout le bah monde c'est ça, on a comprenne, pas. en, Exactement. en fait, ouais, on sait à la base pourquoi est-ce qu'on s'est un peu rapproché Attendez, de Jimmy. je crois que c'est bon. Ah, c'est bon? Ok. Mais bon, on s'est rapproché de Jimmy parce qu'en fait, à travers les ambassadeurs, on prend tous vos feedbacks, on regarde comment est-ce que les gens arrivent à onboarder les commerçants. Tout ce qui va être truc éducatif, bon, on essaie de le créer. On a tous les stickers qui arrivent et dès, je pense, lundi ou mardi, vous pourrez recevoir et commander votre kit de stickers ou plein de propagande, entre guillemets, ou éducatif. Par contre, la solution que tu mets chez le commerçant, on est un peu limité. Comme l'a dit Jimmy, entre un Blue Wallet, mais maintenant ils arrêtent Lightning, un Phoenix qui va être galère, on va pas leur mettre un BTP serveur, c'est trop compliqué. Bitcoin Union, c'est bien, mais c'est PSAN et tout de suite, ça devient vachement galère si tu veux scale up, même si c'est une très bonne solution si vous êtes à Lyon directement. Et là, Jimmy, c'était quand même bien. C'est non KYC aussi, hein, il va le dire lui-même. Je le vois pas en tant qu'intervenant, donc je continue un peu à parler. Mais ça peut être un bon compromis. Ça, c'est possible pour une seule raison, hein, soyons honnêtes, non pas qu'ils travaillent énormément, et ça j'en doute pas, c'est la régulation suisse. En fait, c'est juste qu'en France, on a une régulation aberrante qui nous empêche de faire énormément de choses, alors que celle de Suisse est beaucoup plus soft et donc permet toutes ces petites variantes du non custodial, du non KYC, et comme les règles peuvent s'appliquer en France, on va dire que c'est assez pratique. Il est là ou pas du tout? Non, il est pas là, il galère. Non, toujours pas. Il galère malheureusement. Du coup, on va fill-in un peu pour lui. Parce que peut-être qu'aussi, il y en a qui ont déjà essayé Swiss Bitcoin Pay et qui ont peut-être des questions à poser sur l'utilisation qu'ils en ont eu. Moi, j'en ai noté parce qu'on avait tweeté en début de semaine qu'on allait l'accueillir. Et donc, j'avais des questions qui avaient été posées. Je pense déjà, on peut répondre à un certain nombre. Donc, une des questions, c'était l'option terminal de paiement qui permet de recevoir et de pas dépenser. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et effectivement, du coup, ça c'est une problématique commerçant qui est que vous êtes le propriétaire par exemple, d'un restaurant ou d'un bar. Vous voulez que vos serveurs puissent faire recevoir des paiements Bitcoin, mais par contre, il faudrait pas qu'un de ces serveurs puisse agir contre vous pour pouvoir vous voler les fonds parce qu'il a le wallet sur le téléphone. Et donc, en fait, Swiss Bitcoin Pay permet ça parce que son application permet uniquement de recevoir les paiements. Et ensuite, c'est tous les paiements qui ont été reçus Lightning, Command Chain ou grâce à une carte NFC sont ensuite versés le lendemain sur une adresse Bitcoin de votre choix. Et donc, c'est un virement qui se fait toutes les 24 heures. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il y avait une nuance dans le fait que la solution est custodiale, non custodiale, parce qu'elle est custodiale pendant 24 heures. Donc, voilà, c'est un compromis qui a été choisi par l'application.
Mais donc il y a bien cette option qui permet d'avoir donc la solution de paiement sans que les personnes puissent dépenser. Et donc aussi de la même manière, on peut imaginer avoir plusieurs personnes dans un même, par exemple, on va reprendre l'exemple d'un restaurant. Et effectivement, ben, on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent recevoir sur le même compte avec plusieurs terminaux de paiement, ce qui est aussi quelque chose de nécessaire. Je vois qu'il y a Roxy qui veut prendre la parole. Ouais, je l'ai ajouté. Ce qui est impressionnant surtout, c'est la simplicité pour onboard un employé, par exemple, ou quelqu'un qui bosse avec vous et qui veut accepter. Il télécharge l'application Swiss Bitcoin Pay. Il a même pas de compte. Juste vous, en haut de votre application, et vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte parce qu'en soi, vous êtes déjà un employé, moi. Je dois onboard un autre employé, mon boss n'est pas là. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il accepte Bitcoin? Littéralement, j'ouvre l'application, j'appuie sur en haut à droite le petit bouton plus, ça me met un QR code. Mon collègue scanne le QR code, il écrit son nom et c'est terminé. Il peut recevoir. On peut imaginer un festival où littéralement juste tous les bénévoles du festival, bah, ils scannent ce même petit QR code et ils rajoutent leur nom de bénévole. Et hop, tu as 200 personnes qui peuvent accepter Bitcoin ultra facilement sans que eux ils aient besoin de faire un compte, sans que eux ils ont besoin de se KYC. Dès qu'ils ont fini leur mission, ils suppriment l'application Swiss Bitcoin Pay ou ils suppriment genre le compte. C'est vraiment extrêmement facile en fait de mettre tous ces employés du bar ou du resto ou peu importe de la boîte de nuit dessus. Et ça, je pense que c'est une vraie force. Et après, il faut parler quand même de l'UX. C'est même pas t'appuies sur recevoir. L'interface, si vous téléchargez l'application, c'est déjà juste taper le montant en fait. Il a réduit de 80% tous les boutons que les wallets Bitcoin ont parce qu'il est pensé pour bah voilà le bartender, enfin le mec lambda qui veut juste recevoir, mais il sait même pas c'est quoi Bitcoin, il comprend rien. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre Swiss Bitcoin Pay, il écrit 14 et il fait OK. Et là, c'est tout. C'est nous, on scanne, nous, on bip avec notre téléphone en NFC, l'argent est reçu, il y a la confirmation, c'est aussi simple que ça. Donc, quand tu compares avec d'autres solutions qui sont utilisées au Salvador, qui sont utilisées ailleurs, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Et là, il a réussi à tout couper. Et c'est pour ça qu'on pense, hein, personnellement, et qu'on le soutient à travers bah, les ambassadeurs ou DB, parce que c'est assez clean. Alors, malheureusement, il n'est pas là. Alors, j'ai vu qu'il s'est changé de compte. Maintenant, il a pris le compte de Swiss Bitcoin Pay, Lounès. Peut-être que c'est lui qu'il faut rajouter. Il essaie avec un autre compte. C'est pas con. Ouais, il me dit qu'il a des bugs peut-être venant de son application. Donc, bah, écoute, il essaye de se connecter, mais voilà, on voulait quand même en profiter pour en parler. Puis peut-être qu'on n'arrivera pas à l'avoir, mais malgré tout, on peut répondre à vos questions parce qu'on a quand même pas mal échangé avec lui. Et donc, on a posé beaucoup des questions que vous pourriez avoir sur ces sujets. Par exemple, ben, je peux te poser la question, Roxy, toi, comme c'est toi qui en avais parlé avec lui, qu'est-ce qui se passe si jamais, enfin, comment être sûr qu'au bout de 24 heures, s'il lui arrivait quelque chose malgré tout, les virements seraient quand même envoyés aux adresses en question. Yes, alors, parce que c'était une crainte, hein. En fait, c'est quel est le risque que lui, un peu développeur tout seul, puisse rug-pull tout le monde. Donc, comme il le dit, il peut rug-pull que 24 heures. Et ensuite, si jamais lui venait à malheureusement disparaître, les virements sont automatiques. Donc, en fait, l'argent est automatiquement envoyé euh, bah, toutes les 24 heures. Donc, le commerçant pourrait continuer d'utiliser le système. Après, il devra simplement changer du coup son adresse de réception. Enfin, il devrait arrêter d'utiliser le service, du coup, tout simplement. Mais il n'y a pas un risque de rug pull majeur. Euh, une autre aspect important, c'est du coup, il y a toujours la friction que le commerçant doit avoir une adresse de réception Bitcoin. Évidemment, que ce soit Ledger ou peu importe le device qu'il veut. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de mettre la Xpub. Donc, c'est vraiment une adresse. Donc, tu recevras sur la même adresse. On peut comprendre en tant que bitcoiner que c'est pas ouf. C'est dans un update futur que ça va arriver. Dans les updates un peu de sa roadmap, je ne sais pas si c'est la question, mais on va la voir. Il a fini le téléchargement de toutes les transactions sur des tableaux clairs précis avec les taux de change. Ça peut être envoyé directement au comptable automatiquement chaque semaine, chaque jour ou chaque mois. Tu peux également prochainement, en fait, avec BT. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui, dommage. Avec BT,
de mémoire CBT. Prochainement, il y aura la conversion en euros ou en francs suisses au pourcentage que tu décides automatiquement. Donc, imaginez le commerçant, il est déjà de base non KYC, sauf s'il décide de se KYC, mais bon, il faut qu'il fasse énormément de volume. On peut peut-être parler de ça un petit peu après. Et comme un open node, il va simplement dire quand on me paye en Bitcoin, je veux que 80% reste en Bitcoin, mais 20% soit en euros. Il va mettre une adresse IBAN, une adresse de Bitcoin, et tous les matins à 6 heures, il recevra l'un ou l'autre. Ah bah ça y est, il est là. Wouhou, super, t'es co-host. Yes, il est là. Jimmy, bonjour, merci d'être là. Je te laisse prendre le relais, peut-être présente-toi un petit peu, et puis on peut commencer. Ah, par contre, est-ce que le micro marche? Ça, c'est une autre question. Ouais, j'ai essayé de mettre en co-host à la place pour voir si ça marchait. Ah bah putain, il est parti. Oh là là. Oh, bah, je vais Mais je continuer. pense que c'est Twitter qui bug parce que là, il y a 3 personnes qui essaient de monter pour poser des questions et il n'y en a aucune qui arrive. Ça marque connecting et puis ils partent. Eh ben, super. Et du coup, voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question, Alex. Je pense que c'est bien le système de questions-réponses. Ouais, Je vais prendre la place de Jimmy pour le moment. carrément. Bah ouais, c'était effectivement, ça répond parfaitement à la question parce que je pense qu'elle est légitime. Tu as parlé aussi de l'adresse reuse qui sera quelque chose de fixe sûrement dans le futur. Donc, il y a une tarification qui existe pour Swiss Bitcoin Pay où je laisse sous les yeux. Donc, l'application est gratuite, pas de frais de transaction pour une utilisation à moins de 100 francs suisses par mois. Ensuite, les frais montent à 0,2% entre 100 et 1000 francs suisses par mois. Et ensuite, les frais les plus élevés sont de 1% pour des transactions à hauteur de plus de 1000 francs suisses par mois. Donc voilà, un peu le compromis en tout cas la tarification qui est proposée. J'avais une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre, qui est est-ce que il y a une intégration qui est possible avec une API sur les sites? Ça, je ne sais pas si Oui, c'est le alors, c'est une idée. Théo, je pense que tu dois te muter. Ou c'est peut-être full clan. Non, c'est full clan en fait. Ça peut Désolé. être, ouais. Par rapport à ça, en fait, il veut vraiment être une sorte de bac à sable le plus simple possible. Donc, l'idée, c'est que par exemple, si demain tu préfères son interface utilisateur par rapport à l'interface d'un BTP serveur, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser ça. De la même façon, si tu préférais du LNBits, en fait, il fera en sorte que tu peux utiliser LNBits en arrière-plan. Du coup, l'idée pour lui, c'était de pas devenir une usine à gaz, mais vraiment une simplification pour le commerçant. Après, l'aspect plus technique de quelle utilisation spécifique, on pourrait imaginer qu'une boîte veuille se mettre au milieu pour que ce soit vraiment du PTP serveur, par exemple. Peut-être que ce serait lui qui devrait mieux répondre que moi, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était ça un petit peu la vision. Et on vient de perdre Full Clan, qui on allait lui donner la parole. Disons que le space aujourd'hui est mouvementé. Catastrophique. Effectivement. Et voilà, ben non, sinon aussi, il utilise donc les cartes NFC, qui je pense est quelque chose qui va plaire à beaucoup de bitcoiners parce qu'on aime cracher un peu sur les QR codes pour l'expérience utilisateur qui est pas ultime. On a pu essayer la carte NFC, notamment avec la carte NFC que lui fournit. C'est vrai que l'expérience, elle est plutôt sympa sur un téléphone. Bah, Euh, je dois t'avouer que pour moi, le NFC, c'est un peu anecdotique. Et vraiment, ce qui est bien avec Swiss Bitcoin Pay, c'est que c'est super facile à mettre en place. Et c'est vraiment pensé pour les commerçants, quoi. Parce qu'on a souvent ce problème-là, quand nous, on essaie de range-pile les bars, de nos meet-up, etc. Et ben, à chaque fois, on finit par leur dire, là, on te met wallet custodial, machin. Et c'est pas du tout fait pour. Les wallets, ils sont pas pensés pour les commerçants, ils sont pensés pour les utilisateurs. Et là, avec Swiss Bitcoin Pay, c'est très facile de pouvoir enregistrer son shop et puis avoir directement son application. T'as un dashboard sur le web où tu peux voir tous les paiements que tu as reçus, tu peux faire tes paramètres, sortir tes transactions en Excel pour ton comptable, etc. Et aussi un gros point qui est vachement important, c'est que en fait, tous les serveurs d'un même bar ou d'un même établissement peuvent se connecter directement et recevoir les paiements avec leur téléphone.
Et ça, Hmm. c'est pas possible quand tu as un wallet normal sur le téléphone du gérant, quoi. On a plusieurs cas comme ça où des bars où on va de temps en temps, en fait, c'est le gérant qui a le wallet sur son téléphone, et puis du coup, c'est lui qui doit gérer les paiements, et dès qu'il est pas là, bah, soit ils acceptent pas Bitcoin, soit ils sont embêtés. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est le vrai plus. Surtout si après, on a le. Ouais. Au Salvador, dis-toi que j'ai voulu payer dans un magasin, un restaurant. J'ai vu un mec qui s'est mis à courir dans la rue. Il est allé genre 2 quartiers plus loin pour aller demander mon téléphone. Puis il est revenu pour que je puisse payer en Bitcoin. C'est pour une chaîne de supermarchés, ils avaient ça à fond. Et par rapport au KYC, peut-être que je veux dire, alors j'ai 5% de batterie, donc si je dégage, désolé, c'est pas ma faute. Ça s'entend, C'est non ouais. KYC jusqu'à 1 000 € par jour, parce que bah, c'est la loi suisse. Donc, essayez de me trouver un commerçant en France qui, là, tout de suite, va prendre 1 000 € de Bitcoin tous les jours. Ouais, bah ouais, mais 1 000 euros, c'est déjà énorme, quoi. En volume Bitcoin pour un bar, on t'entend plus, Roxy, ça bug trop. C'est pour ça que Roxy, ça je- bug trop, c'est trop haché. c'est la batterie, là, t'arrives trop au bout. Mais ouais, 1000 balles par jour au stade actuel de l'adoption, c'est énorme. Donc il y a vraiment pas besoin de plus, hein. Mais voilà, du coup, ben, on voulait vous en parler puisqu'on trouvait que la solution était vraiment top. Et du coup, ben, je vois qu'il me corrige en fait par DM. Il me dit que c'est 1000 euros par transaction et pas par jour. C'est lui qui me corrige par DM actuellement. Donc, ben, j'aimerais bien qu'il puisse en parler, mais apparemment, voilà, c'est 1000 euros par transaction et pas par jour. Donc, il Ah ouais. semblerait qu'il arrive à faire ça avec la réglementation suisse. Donc, c'est plutôt intéressant. On croyait que c'était 1000 euros par jour. Non. Et du coup, Et il y a ouais, des limites. Bah tiens, bah, tu peux parler à sa place. Il y a des limites de volume sur certaines périodes de temps, je suppose. je vais voir si il répond en direct. Je vais faire le porte-parole de Jimmy. Euh, il me dit, je crois Également, que Stream c'est 20. Monaco est bien connecté. Il me dit, je crois que c'est 25 000 euros par mois ou année. Ok, bah pas mal quoi. Ok. Voilà. Et donc, quand tu l'avais dit une fois, Lounès, quand on en avait parlé ensemble, c'est vrai que bah, même s'il y a un compromis qui est fait avec cette custodie pour 24 heures, ce genre de choses, au final, c'est quand même une solution que nous on trouve positive puisqu'elle pousse à la self-custody, parce qu'au final, elle ne peut être utilisée qu'avec un wallet que la personne possède. Donc, si quelqu'un souhaite l'utiliser, ben, ça le pousse quand même à passer par la custodie de ses propres clés. Et donc, on trouve que c'est plutôt positif Ah ouais, bah, comme pour moi, compromis. c'est pas du tout un problème. Ce compromis, il est très bien. On peut pas demander à un marchand d'être. Enfin, à ce stade, on peut pas demander à un marchand d'être full non custodial, etc. Donc, c'est pas du tout un problème, une custodie de 24 heures. C'est c'est le prix à payer pour pouvoir recevoir ses paiements en Lightning sans avoir à gérer un nœud. Et enfin, personnellement, je vois aucun problème à ça, tu vois. Et c'est un peu les discussions qui nous avaient amené à chercher et à découvrir Swiss Bitcoin Pay, c'est qu'on avait du mal à imaginer quelle solution on pouvait proposer aux commerçants autour de nous, si jamais à chaque fois pour utiliser Lightning qui semble indispensable, il fallait qu'ils aient leur propre nœud et ça, Ouais, non, voilà. c'était impossible. Franchement, c'était impossible de faire adopter Bitcoin comme ça. Donc, c'est bien qu'il y ait des solutions comme Swiss Bitcoin Pay qui commencent à arriver et qui cherchent à résoudre ce problème pour les commerçants. Voilà, voilà. Je sais pas si on peut recevoir des questions vu que Twitter a l'air de bugger, donc à moins qu'il y ait quelqu'un qui monte. Bah, s'ils veulent poser des questions, qu'ils le mettent dans le chat plutôt que demander la parole Ouais. si, Ah si bah, jamais ça marche pas. Et, est-ce euh, et que on a répondu à Miro qui demandait si ça gérait les paiements en ligne. ouais, je crois que c'est Roxy a Il me, répondu, peut-être. il me semble que Roxy a répondu ouais, à ça. Et je regarde. Voilà, non, c'est tout. Je crois que c'est toutes les questions que j'ai à mon niveau. Bon, bah, ça me paraît pas mal, hein. N'hésitez pas à essayer. Ah, il redemande encore. Peut-être qu'on va y arriver. N'hésitez pas à installer Swiss Bitcoin Pay en tout cas pour tester et puis apprendre un peu plus comment ça s'utilise afin que vous puissiez onboarder vos bars et puis vos commerçants plus facilement. Ah, Sachant que l'app est très nouvelle, donc il est toujours preneur en plus de vos conseils et feedback sur son utilisation pour pouvoir l'améliorer. il y a une question de les salons crypto du roi, mais je crois qu'il n'arrive pas à monter non plus.
J'ai un message de Roxy qui me dit effectivement une remarque qui peut être intéressante pour Jimmy. Il me dit ce qui pourrait être cool, euh, c'est d'avoir, il me dit, non custodial, 7 jours. Tu crées ton app, accepte, puis après tu crées ton wallet BTC au calme chez toi le lendemain. En gros, de pouvoir mettre un delay entre le moment où tu crées tu puisses Si utiliser je dis l'app. pas de bêtises, il faut pas que cet intervalle de temps soit très important parce que du coup, après, son statut change au niveau de la loi. Et je crois Ah oui, c'est Roxy qui m'avait dit ça, c'était peut-être 30 jours. Si la custodie des fonds moins de 30 jours, t'es pas considéré comme un custodian. Il me semble que c'est ça, moins de 30 jours. Du coup, À ça pourrait être confirmer. élargi techniquement. Oui, c'est vrai, parce que du coup, c'est vrai qu'un jour, ça peut être un peu short. Si tu viens de lui installer au commerçant le truc, en un jour, il faut qu'il ait un wallet Bitcoin pour recevoir on-chain, tant qu'il n'y a pas l'IBAN, quoi. Et on a Fanis qui arrive, mais est-ce qu'il arrive à monter? Et puis pendant que je pense que Lounès va préparer le sujet suivant en faisant monter Fanny, si on y arrive, pour BTC Map. Donc vous avez vu les communautés qui ont commencé à être transférées sur cette nouvelle carte. C'est un processus qui va être fait en plusieurs fois parce qu'il y a énormément d'informations à chaque fois à donner à la team de BTC Map qui est elle-même vachement décentralisée. Donc c'est plein de personnes qui ensuite alimentent l'application. Donc il y a un premier batch qui a été fait de communauté qui a été envoyé. Il y a peut-être des erreurs. N'hésitez pas à nous le dire si jamais vous en trouvez. Vérifiez les liens vers les groupes Telegram, vers les groupes Meetup à chaque fois pour chaque communauté. J'ai déjà spoté quelques problèmes qui seront rectifiés bientôt. Et puis, sachez qu'aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez participer à BTC Map. Vous pouvez aller sur leur site et devenir un super tagger, comme ils appellent ça. Et donc, participer en contactant les commerces partout dans le monde. Je sais qu'ils le font par email, par téléphone ou en allant dans les commerces qui sont autour de chez eux pour vérifier si les commerces acceptent toujours le Bitcoin et mettre ça à jour. Moi, ce que je trouve super, en fait, par rapport à ce qu'on avait précédemment avec BTC Map et les communautés, c'est qu'il y a cette notion un peu de leaderboard que je trouve sympa, où chaque communauté, au final, elle se voit associer tous les commerces qui sont dans sa zone géographique. Et plus chaque zone augmente, enfin, le nombre de commerçants qui acceptent le Bitcoin dans sa zone géographique, plus il monte en tête du leaderboard. Donc nous, par exemple, je sais que Lyon, avec 7 commerces qui acceptent Bitcoin dans notre zone, on est en 40e place dans le monde. Avec les Allemands qui sont très très forts et qui ont énormément de communautés et puis un nombre de commerces qui acceptent Bitcoin qui est assez impressionnant. Mais au moins, ça nous permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe en France et puis ça nous permet un peu de nous challenger, de nous dire que chaque zone peut essayer de monter en haut de ce leaderboard français et essayer d'être la zone avec le plus de commerce qui accepte Bitcoin. Et donc, éventuellement, grâce à Swiss Bitcoin Pay, si c'est une solution que vous plébiscitez. Bon, Fanny, ça arrive pas à monter non plus. Je pense qu'on va pas trop tarder à arrêter parce que ça bug un peu trop, c'est un peu relou. Ouais, dommage. C'était quoi, juste, grosso modo, le sujet réorg? On n'en avait pas trop parlé, Luna. Je l'ai mis ça comme ça pour qu'on puisse en parler un peu en sujet ouvert avec Fanny et Panta, mais bon, si personne n'arrive à monter. Euh, le sujet, c'était juste parler de la possible réorg qu'il y a eu hier et possiblement ce matin aussi, où en fait ça a beaucoup parlé parce qu'apparemment on aurait fait une réorg, un mineur qui aurait release trois blocs en même temps et du coup aurait invalidé l'autre chaîne. Ok. Et Ouais, ouais, j'en ai entendu parler, effectivement. Et c'est pour ça que je pensais que En, c'était en- ça. en gros, une réorg, c'est quand les nœuds réorganisent leur chaîne parce qu'ils reçoivent d'un coup une chaîne plus longue que celle qu'ils utilisent actuellement. Donc c'est ce que beaucoup de gens pensaient s'être passé hier, où en fait on est revenu 2 blocs en arrière ou plutôt les nœuds ont reçu d'un coup 3 nouveaux blocs qui repartaient de 2 blocs en arrière par rapport au type actuel. Et en fait, c'est pas forcément, c'était pas une réorg, c'était juste un bloc orphelin qui avait. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer dans le processus de mining, c'est que tout le monde cherche un nouveau bloc en même temps, et c'est possible que deux mineurs retrouvent un bloc à peu près en même temps, ou du moins avant qu'ils reçoivent l'autre. Et du coup, à ce moment-là, eh ben, il y a 2 blocs à la même hauteur de bloc. Et puis, c'est qui remportera, c'est à qui.
enfin, quel bloc reçoit un bloc enfant en premier, quoi. Donc, quand il y a un fork comme ça, bah, je vois que Loïc monte, mais je suis pas sûr que je vais réussir à le faire monter. Quand il y a un cas comme ça, en fait, les mineurs minent sur le premier bloc qu'ils ont vu arriver. Mais donc, du coup, selon le mineur, bah, c'est pas le même bloc. Et après, dès qu'il y a un nouveau bloc, et ben, ça donne une chaîne la plus longue parmi ce fork de blocs. Et donc, du coup, tout le monde essaie de miner sur celui-ci. Et c'est a priori ce qui s'est passé hier, mais avec plus qu'un bloc en plus, vu qu'on en a reçu deux en plus d'un coup. Mais bon, je pense pas que c'est trop un événement, ça a juste fait parler parce que les gens pensaient que c'était intentionnel. Ça peut arriver que des mineurs fassent ça, ça s'appelle du selfish mining. En fait, quand tu trouves un bloc, et ben, tu le dévoiles pas aux autres, tu commences à travailler sur un nouveau bloc à partir de celui-ci un peu en cachette, on va dire, enfin sans les broadcasts. Et puis dès que tu en as suffisamment, et ben, tu les releases tous d'un coup, histoire de en fait pouvoir choper tous les frais à la suite, quoi. Et, et ça se fait, c'est possiblement ce qui s'est passé hier. Ok, ok. Et Bah au, écoute, au- au c'est un peu la niveau, lecture que j'avais eue. après, ouais, au niveau sémantique, je suis pas certain d'avoir tout bien compris entre orphan block, stale block, etc. Mais grosso modo, quand c'est juste un fork entre deux blocs et qu'après il y a une des branches qui prend le dessus, bah, pour moi c'est pas une reorg. Une reorg, c'est vraiment quand on revient plusieurs blocs en arrière parce qu'il y a une nouvelle chaîne qui release d'un coup. Et là, on n'est pas revenu plusieurs blocs en arrière, ça a juste invalidé un seul bloc. Ok, bah écoute, merci pour cette petite explication. Malheureusement, on peut pas prendre de questions. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont essayé de monter n'ont pas pu. Si vous avez une suggestion. Bon, j'essaie d'en. Bon, il y a Loïc qui essaie encore de monter, mais je crois que. Bon, on va arrêter là, hein. Yes, Ouais, ouais, c'est complètement pété. Bah, vas-y, Alex, je te laisse faire l'outro vu que t'as bien fait l'intro. yes, carrément. Bah écoutez, merci d'avoir été là pour l'entonnoir du Bitcoin 64. On vous retrouve la semaine prochaine, peut-être avec un sujet à nouveau tenu par Théo si la crise bancaire nous emmène un peu plus profond. Et puis voilà, un plaisir. Passez une excellente semaine tout le monde. Et puis n'hésitez pas à écouter le podcast en différé, nous mettre une note. Et voilà, on est content de vous avoir toutes les semaines. Bonne semaine tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi. Désolé, c'était un peu décousu, mais Twitter nous a fait des siennes. Passez une bonne soirée, bonne semaine, et puis à mercredi pour le Space Cake sur le mining, que j'annoncerai demain ou après-demain. Ah, sur le mining en plus, cool. Ouais, Allez, mining et Stratum, normalement, si on arrive à faire notre devoir avec Ponta et Loïc, ça devrait être ça. excellent. Allez, bonne Bonne soirée tout semaine le tout le monde. monde. Ciao. À mercredi. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!